La pluie battante martelait les vitres du bureau, mais je ne sentais que l'étreinte glaciale du métal autour de mon cœur. 5 minutes. C'est tout ce qu'il restait à Sophie Dubois et sa famille avant qu'elle ne soit expulsée de ce qui avait été leur fief, le Château des Chênes, pendant des décennies. Et maintenant, il m'appartenait. Je les observais par la fenêtre, là, sur les marches trempées, blottis ensemble comme des animaux effrayés. Une image presque parfaite, un écho froid et glaçant d'un autre jour de pluie, il y a 7 ans. 7 ans. Le temps s'était écoulé comme une rivière capricieuse depuis cette nuit maudite, cette nuit où ma vie avait explosé en 1000 morceaux. Je me souviens des tremblements qui parcouraient mes jambes ce soir-là, dans le bureau sombre du château. L'air était lourd, imprégné de l'odeur rance des livres anciens, du brandy et de cette arrogance si particulière aux familles qui n'ont jamais connu la moindre contrainte. Mes jambes me faisaient mal. Ma cicatrice de césarienne me brûlait à chaque petit mouvement, un rappel constant de la vie nouvelle que je tenais dans mes bras. Léo, à peine 3 semaines. La douleur physique, je pouvais la supporter, mais le regard glacial de Sophie Dubois, assise derrière son bureau en acajou massif, non, jamais. Elle avait cette feuille devant elle, un document lourd de sens, un couperet. À sa droite, Julien, son mari, regardait par la fenêtre les jardins parfaitement entretenus, refusant de croiser mon regard. Et dans le coin, les yeux rivés sur ses chaussures, Pierre, mon Pierre, du moins c'est ce que je croyais. Pierre, avais-je murmuré, ma voix brisée. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mes affaires sont-elles dans le couloir? Il n'avait pas levé les yeux. Le bruit des glaçons dans son verre de whisky résonnait dans le silence oppressant. C'était Julien qui avait finalement brisé la glace, d'une voix blasée, comme s'il commandait son dîner plutôt que de démanteler mon existence. Montre-lui, Sophie. Sophie avait glissé le papier. Un test de paternité. Mes yeux avaient parcouru le jargon médical jusqu'à cette ligne en rouge fluo. Non. Probabilité de paternité 0%. La pièce avait commencé à tourner. C'est faux, avais-je bégayé, passant mon regard de Sophie à Pierre. C'est une erreur. Pierre, tu sais que c'est une erreur. Tu es le seul homme avec qui j'ai jamais été. Ne nous mens pas, petite croqueuse de diamants, avait claqué Sophie, sa voix cinglante comme un fouet. Elle s'était levée, lissant sa jupe, avec un geste parfaitement maîtrisé. Nous savions depuis le moment où Pierre t'a ramené à la maison, une simple serveuse d'un bistrot de province, que tu cherchais un magot. Mais accuser la lignée des Dubois d'un enfant bâtard, c'est un niveau d'audace auquel même moi je ne m'attendais pas. « Pierre !» j'avais hurlé, me tournant vers celui que je pensais être mon mari. « Regarde-le, regarde Léo. Il a ton nez, il a tes yeux, dis-leur. » Enfin, il avait levé les yeux. Ils étaient rougis, non par l'amour ou la compassion, mais par une faible, pathétique résolution. Pierre avait toujours choisi la voie de la moindre résistance. Et défier sa mère, c'était une route qu'il n'avait jamais osé prendre. « Le test ne ment pas, Marie, » avait-il dit, sa voix caverneuse. Ma mère l'a fait faire 2 fois. Va-t'en, juste, va-t'en. Des larmes brûlantes coulaient sur le visage endormi de Léo. Le bébé s'était mis à s'agiter, puis à pleurer. « Sophie, s'il vous plaît, laissez-moi refaire un autre test. Laissez-moi aller dans un autre laboratoire. Je le payerai. » Elle avait ri, un rire sec et sans joie. Et traîner notre nom dans la boue? Faire en sorte que les tabloïds spéculent sur l'infidélité de Pierre? Absolument pas. Tu as signé un contrat de mariage, Marie. Il contient une clause d'infidélité très spécifique. Tu n'auras rien. Pas de pension, pas de dédommagement, pas de voiture. Elle avait pressé un bouton sur son téléphone de bureau. Leclerc raccompagne mademoiselle Laurent hors de la propriété immédiatement. Il pleut des cordes dehors.
avais-je supplié, serrant Léo plus fort. Je n'ai nulle part où aller. Mes parents sont morts. Je n'ai pas d'argent sur mon compte. S'il vous plaît, laissez-moi juste rester la nuit pour le bébé. Julien s'était détourné de la fenêtre. Cet enfant n'est pas un Dubois. Par conséquent, il n'est pas notre problème. Les lourdes portes de chêne avaient en gémi en s'ouvrant. Monsieur Leclerc, le chef de la sécurité, était entré. Il avait l'air désolé, ses yeux s'adoucissant en voyant Léo, mais il tenait trop à son salaire pour intervenir. « Madame, avait-il dit doucement, s'il vous plaît, ne me forcez pas à vous traîner dehors. » J'avais regardé Pierre une dernière fois. Il m'avait tourné le dos, se servant d'un autre verre. La trahison m'avait frappé plus fort que la pauvreté qui m'attendait. Au fond, il devait savoir, mais il avait choisi son héritage plutôt que la vérité. « Vous allez le regretter », avais-je murmuré, ma voix soudainement stable, comme une barre d'acier s'insérant dans ma colonne vertébrale. Tous. Sophie avait agité sa main avec dédain. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas t'avoir épié davantage. Oh. Monsieur Leclerc avait posé une main sur mon épaule et m'avait guidé. En traversant le grand hall de marbre, devant les portraits des ancêtres Dubois, qui semblaient me toiser avec mépris, la porte d'entrée s'était ouverte brusquement. La tempête dehors faisait rage. Le tonnerre secouait les carreaux des fenêtres. « J'ai mis vos valises sous la gloriette pour qu'elles ne soient pas trop mouillées », avait murmuré Monsieur Leclerc, glissant un billet de 50 € dans ma main. « Prenez le bus au bout du chemin. Il va vers Paris. Je suis désolé, Madame Laurent. » La lourde porte s'était refermée derrière moi avec un bruit assourdissant. Je me tenais dans l'obscurité, la pluie imbibant instantanément ma chemise légère. Léo hurlait contre ma poitrine, froid et apeuré. J'avais traîné mes 2 valises vers la route, les roues s'enlisant dans le gravier, la boue ruinant mes chaussures. J'avais marché 1 kilomètre sous la pluie glaciale jusqu'à l'arrêt de bus. Je m'étais blotti sous l'abri en plastique craqué, frissonnant de façon incontrôlable. J'avais baissé les yeux vers Léo, enveloppé dans la précieuse couverture en cachemire que Sophie avait achetée pour les photos, maintenant maculée de pluie. « Je te le promets », avais-je murmuré au nourrisson qui pleurait, les dents claquantes. « Je ne sais ni comment ni quand, mais j'achèterai cette maison. Et je réduirai leur vie en cendres. » Les phares du bus avaient déchiré l'obscurité. Marie-Laurent était montée dans le bus, laissant le nom des Dubois derrière elle, mais emportant une haine qui l'alimenterait pendant une décennie. Début du paragraphe original. Je me souviens d'une fois, bien avant tout ça, quand j'étais encore une gamine, que mes parents m'avaient emmené en vacances sur la Côte d'Azur. J'avais adoré les couleurs des maisons, le bleu intense de la mer, et surtout, les petits marchés où l'on trouvait des trésors faits à la main. Ma mère, elle, s'émerveillait devant les villas qui surplombaient la mer, disant toujours que le luxe n'était rien sans l'âme. Mon père, lui, se contentait de siroter son pastis, en répétant que la vraie richesse était d'avoir un toit sur la tête et de quoi manger. C'étaient des valeurs simples, rustiques, loin de tout ce clinquant que j'allais plus tard rencontrer. J'étais une petite fille qui rêvait de couleurs et de tissus, sans la moindre idée des requins qui nageaient dans les eaux profondes. Fin du paragraphe original. Le passage des draps de soie du château des Chênes à un appartement en sous-sol infesté d'humidité dans une banlieue grise de Paris avait été brutal. Pendant les 6 premiers mois, j'avais fonctionné à l'instinct de survie, rien de plus. Les 50 € de M. Leclerc avaient à peine couvert les couches et le lait pour Léo pendant 3 jours. Après ça, la réalité m'avait rattrapé avec une efficacité brutale. Pas de diplôme, pas de contact. J'avais abandonné mes études de design d'intérieur pour épouser Pierre, convaincu par ses promesses que je n'aurais jamais à travailler. Ce trou béant dans mon CV était devenu un gouffre. J'avais trouvé du travail dans une laverie ouverte 24 heures sur 24, le Lavoir Express. Le propriétaire, un homme grec bourru nommé M. Carras, m'avait permis d'emmener Léo au travail, à condition qu'il reste dans son porte-bébé derrière le comptoir. La musique de ma vie n'était plus celle des grands orchestres,
mais le drame sourd et incessant de la pauvreté. Choisir entre payer l'électricité ou acheter des légumes frais. Laver mes vêtements dans les éviers de la laverie après les heures de pointe pour économiser quelques pièces. C'était un mardi de novembre, un jour où l'hiver pointait le bout de son nez, que j'avais touché le fond. Je pliais des serviettes quand une Mercedes rutilante s'était garée devant la laverie. Mon cœur s'était emballé. Pierre, était-il venu pour moi? Avait-il réalisé son erreur? Une femme était sortie. Ce n'était pas Pierre. C'était Anne-Sophie de Belfond. Anne-Sophie était tout ce que je n'étais pas. Blonde, refaite de la tête aux pieds, avec ce côté vieil argent, et cette lignée de sénateurs qui plaisait tant à Sophie Dubois. Elle était le premier choix de Sophie pour Pierre. Anne-Sophie était entrée, tenant un sac de pressing. Elle m'avait repéré et s'était arrêtée, un sourire cruel se répandant sur son visage. « Oh mon Dieu !» avait-elle ri, sortant son téléphone. « Marie, c'est bien toi? Sophie m'a dit que tu galérais, mais ça, c'est tragique. » J'avais serré le bord du comptoir. « Qu'est-ce que tu veux, Anne-Sophie? » « Juste déposer quelques affaires. Le service de mon pressing habituel se dégrade, » avait dit Anne-Sophie, jetant une robe en soie sur le comptoir. « Fais attention à ça. Ça coûte plus que ton loyer annuel. » Elle s'était penchée, baissant la voix. « Au fait, réserve la date. Pierre et moi nous marions au printemps au Château des Chênes. Évidemment, nous allons transformer la chambre d'enfant, tu sais, celle que tu avais décorée, en un dressing pour moi. On n'avait juste pas besoin des mauvaises ondes. » La bile m'était montée à la gorge. Pierre sait que ce bébé est le sien. Pierre sait ce que le solde de son compte bancaire exige qu'il sache, avait répliqué Anne-Sophie, désinvolte. Et honnêtement, tout le monde s'en fiche. Tu es de l'histoire ancienne, ma chérie. Tu es un fantôme. Anne-Sophie avait pris une photo de moi dans mon tablier taché et était sortie. Cette nuit-là, j'étais assise sur le sol de mon appartement, fixant la photo qu'Anne-Sophie avait postée sur Instagram. La légende disait « Regardez comme les grands tombent, reconnaissantes pour mes bénédictions. » J'avais regardé Léo qui jouait avec une cuillère en bois, son seul jouet. Quelque chose en moi avait basculé. La tristesse s'évaporait, remplacée par un calcul froid. « Design d'intérieur », avais-je murmuré. J'étais doué, j'étais meilleur qu'eux tous. Je n'avais pas de diplôme, pas de relation, mais j'avais de la rage. Le lendemain, j'ai fait quelque chose d'insensé. J'ai utilisé l'argent de mon loyer pour acheter un vieil ordinateur portable et un abonnement à un logiciel de design. J'ai créé un profil sur un site de freelance sous l'alias Création ML. J'ai commencé petit, des relookings d'une seule pièce pour des gens avec des budgets serrés. Je travaillais 18 heures par jour. Mon corps à la laverie, Léo endormi, puis le design jusqu'à 4 heures du matin. Ma chance est arrivée 3 ans plus tard, sous la forme d'une mauvaise critique. Un riche magnat de la technologie, Damon Dubois, avait engagé une prestigieuse entreprise pour rénover son penthouse à la Défense. Ils avaient tout gâché. C'était froid, stérile, sans âme. Damon avait posté un coup de gueule sur un forum d'architecture spécialisé, demandant si quelqu'un comprenait le minimalisme chaleureux. J'avais vu le post à 2 heures du matin. J'avais passé les 6 heures suivantes à modéliser en 3D son salon, basé sur les photos qu'il avait postées. Je le lui avais envoyé avec un message simple. Ils n'ont pas compris la lumière. Vous avez besoin de chaleur, pas seulement d'espace blanc. Réparez-le comme ça. Damon avait répondu 10 minutes plus tard. Qui êtes-vous? Je suis la personne qui peut sauver votre penthouse. Avais-je tapé en retour. Damon Dubois était excentrique, impatient et incroyablement riche. Il m'avait embauché sur le champ comme consultante. Quand il avait vu le produit fini, il avait été stupéfait. « Vous avez l'œil, Marie », m'avait dit Damon, debout dans l'espace nouvellement rénové, avec vue sur les toits de Paris. « Vous voyez des choses que les autres manquent. Pourquoi travaillez-vous dans une laverie? » « Parce que j'ai été effacé, » avais-je dit, fixant la ligne d'horizon, et j'essaie de me redessiner.
Damon m'avait tendu un chèque. C'était pour 50 000 euros. Lancez une entreprise. J'ai des amis. Je leur parlerai de vous, mais il vous faut un nom. Pas Création ML, quelque chose d'audacieux. J'avais regardé le chèque. C'était suffisant pour quitter le sous-sol, suffisant pour que Léo aille dans une bonne école maternelle. Phénix intérieur, avais-je dit. Un peu cliché, non? Renaître de ses cendres, avait demandé Damon. Pas si c'est vous qui avez allumé le feu, avais-je répondu, d'une voix sombre. Commentaire personnel. Je dois faire une pause ici, le temps de reprendre mon souffle. Penser à tout ça, c'était vraiment fou quand j'y repense. J'étais passé d'une jeune femme un peu naïve, amoureuse, à une machine à travailler, alimentée par la colère. Parfois, je me disais, est-ce que c'est bien de laisser la haine te guider à ce point? Est-ce que ça te transforme pas en ce que tu combats? J'avais la hantise de devenir comme Sophie, avec cette froideur qui te ronge l'âme. Mais en même temps, cette rage, elle était la seule chose qui me tenait debout, qui m'empêchait de m'effondrer. C'était mon moteur, ma boussole dans la tempête. Est-ce que c'était la bonne façon de faire? Franchement, même maintenant, j'en sais rien. Mais à l'époque, je n'avais pas d'autre choix. J'avais Léo et j'avais cette promesse que je lui avais faite sous la pluie. Je devais tenir. Allez, retour à l'histoire. Les années avaient commencé à s'estomper. 5 ans s'étaient transformés en 7. Phénix intérieur avait explosé. Mon style, un mélange d'architecture classique européenne et de fonctionnalité moderne, était devenu le look pour l'élite parisienne. J'étais implacable. Pas de rendez-vous galant. Pas de vacances. J'avais élevé Léo, qui était maintenant un enfant de 7 ans, brillant et curieux, et j'avais bâti mon empire. Je gardais un œil sur les Dubois. Je savais que le marché changeait. Je savais que Julien Dubois avait fait des paris risqués sur les crypto-monnaies et le forage offshore qui s'effondrait. Je savais que Pierre et Anne-Sophie dépensaient l'argent plus vite qu'il ne pouvait être imprimé. J'attendais la première fissure dans leur armure. Cela s'est produit un mardi matin. J'étais dans mon bureau vitré de la Défense quand mon assistante, Sarah, est entrée avec le Financial Times. Vous m'aviez dit de mettre une alerte pour Dubois Participation, a dit Sarah, déposant le journal sur le bureau. J'avais baissé les yeux. Le titre était petit, enfoui en page 6, mais pour moi, il hurlait en néon. Domaine familial Dubois, le Château des Chênes, mis aux enchères suite à une déclaration de faillite. J'avais décroché le téléphone. J'avais composé le numéro de mon avocat personnel, David Mercier. David, avais-je dit, ma voix calme, libérer mon emploi du temps pour la semaine prochaine et préparer les liquidités. On achète un nouveau bâtiment de bureau? Avait demandé David. Non, avais-je dit, faisant pivoter ma chaise pour regarder la photo de Léo sur mon bureau. Nous achetons une maison hantée par mon passé. Je veux acheter le Château des Chênes, mais je veux le faire via une société écran. Ils ne doivent pas savoir que c'est moi tant que l'encre n'est pas sèche. L'enchère est à soumission scellée, avait prévenu David. Vous devrez aller bien au-delà de la valeur marchande pour garantir l'acquisition. Le prix m'importe peu, avais-je dit. Ce qui m'importe, c'est le regard de Sophie. Offrez-leur 20% au-dessus du prix demandé en espèces avec clôture rapide. Le piège était tendu. Il ne me restait plus qu'à retourner dans la gueule du lion. La salle de conférence de Mercier & Associés était située au 40e étage, offrant une vue panoramique sur une ville qui se souciait peu des échecs. Sophie Dubois était assise à la longue table en verre, sa posture rigide. Elle portait un tailleur Chanel datant de 3 saisons, un détail qui blessait sa fierté plus que la faillite elle-même. À côté d'elle, Julien ressemblait à un ballon dégonflé. Le stress de la dernière année, les investissements ratés et l'humiliation de l'audit l'avaient vieilli de 20 ans. Pierre était assis à l'autre bout de la table, faisant défiler sans but son téléphone, regardant partout sauf ses parents. Anne-Sophie limait ses ongles, l'air ennuyé, bien que le tapotement nerveux de son pied trahissait son anxiété. C'est un scandale, avait sifflé Sophie, bien que sa voix manquait de sa morsure venimeuse habituelle.
Être forcé de vendre le château des Chênes et à un fonds fiduciaire aveugle. Nous ne savons même pas qui achète notre héritage. David Mercier, mon avocat, était assis en face d'eux. C'était un homme de peu de mots et encore moins de sourires. Il avait ajusté ses lunettes et fait glisser une épaisse pile de documents sur la table. L'acheteur souhaite rester anonyme jusqu'au transfert de propriété, Madame Dubois, avait dit David calmement. L'offre est en espèces. Elle couvre le prêt hypothécaire en cours, les privilèges du fisc et vous laisse une somme modeste pour redémarrer. Modeste? Avait ricané Anne-Sophie, levant enfin les yeux. C'est à peine suffisant pour un penthouse dans le 16e arrondissement. Comment sommes-nous censés vivre? Vous ne l'êtes pas, avait grommelé Julien, se frottant les tempes. Nous avons de la chance de ne pas aller en prison, Anne-Sophie. Signez juste ces fichus papiers. Sophie avait pris le stylo Montblanc. Sa main tremblait. Pendant 40 ans, elle avait été la reine du château des Chênes. Elle avait accueilli des ministres, des ducs et des capitaines d'industrie. Elle avait chassé sa propre belle-fille pour protéger la pureté de ce domaine. Et maintenant, elle le cédait à une société écran nommée Phoenix Participation. Elle a signé, avait dit David, récupérant les papiers immédiatement. Les fonds seront virés à vos créanciers dans l'heure. Les clés doivent être rendues à 17h aujourd'hui. Aujourd'hui, Sophie s'était levée, renversant sa chaise. C'est impossible. Nous avons des déménageurs qui viennent demain. Nous avons des objets de famille. Les termes étaient clairs, Sophie, avait dit Julien vaincu. Possession immédiate. L'acheteur nous a permis de garder nos effets personnels, mais les meubles, l'art, le domaine lui-même, c'est parti. Le trajet de retour au château des Chênes s'était fait en silence, comme un cortège funèbre de 2 voitures. À leur arrivée au domaine, le ciel avait pris une teinte violette et meurtrie, menaçant une nouvelle tempête. C'était approprié. La maison, autrefois un fort de pierre blanche immaculée, semblait fatiguée. Le budget d'aménagement paysager avait été coupé 2 ans plus tôt, et les mauvaises herbes rampaient sur l'allée de gravier. La fontaine était sèche, remplie de feuilles mortes. « Je n'arrive pas à y croire », avait dit Pierre en sortant de sa voiture, levant les yeux vers la maison de son enfance. « Où allons-nous aller ce soir? »« Au Georges Point », avait claqué Sophie, essayant de reprendre le contrôle. « Nous y resterons jusqu'à ce que je trouve un moyen de poursuivre cet acheteur pour contrainte. »« Il n'y a pas de contrainte, maman, » avait dit Pierre. « Nous sommes ruinés. » Ils avaient passé les 3 heures suivantes et emballé frénétiquement des bijoux, des vêtements et de petits objets personnels dans des cartons. Les grandes pièces résonnaient de leurs pas. Les domestiques avaient été congédiés il y a des mois. Seul M. Leclerc, le fidèle gardien de sécurité, était resté, travaillant gratuitement par une loyauté déplacée. À 16h55, M. Leclerc avait frappé à la porte ouverte de la bibliothèque. « Madame Dubois, » avait dit M. Leclerc, l'air mal à l'aise, « il y a une voiture qui arrive par l'allée SUV noire, service de sécurité. »« Les vautours sont en avance, » avait craché Sophie. Elle avait attrapé son sac à main, un Hermès en crocodile qu'elle avait refusé de vendre, même lorsque l'électricité était menacée. « Allons-y. Je veux regarder ce nouveau propriétaire dans les yeux et lui dire qu'il peut posséder la pierre, mais qu'il n'aura jamais la classe d'habiter le château des Chênes. » La famille s'était rassemblée sur les marches de l'entrée. La pluie avait commencé à tomber, une légère bruine d'abord, puis un crachin régulier et froid. C'était presque exactement le même temps que cette nuit d'il y a 7 ans. Le SUV noir, un escalade rutilant aux vitres teintées, avait crissé sur le gravier et s'était arrêté. Sophie avait redressé sa colonne vertébrale. Julien avait allumé un cigare, les mains tremblantes. Anne-Sophie avait croisé les bras, prête à critiquer la tenue du nouveau propriétaire. Pierre semblait prêt à vomir. La portière du conducteur s'était ouverte en premier. Un homme grand en costume était sorti et avait ouvert un parapluie noir. Il avait fait le tour de la portière arrière passager et l'avait ouverte.
Une paire de talons Louis Vuitton à semelles rouges s'était posée sur le gravier mouillé. Puis vint Ridley Pombance, vêtu d'un pantalon noir sur mesure. Puis le trench coat, une pièce Burberry sur mesure valant plus que la voiture d'Anne-Sophie. Le parapluie s'était levé et la femme était apparue dans la lumière. Sophie avait haleté. Le son était audible malgré la pluie. J'avais retiré mes lunettes de soleil. Mon visage était plus âgé, plus aiguisé. La rondeur de l'enfance avait disparu, remplacée par des pommettes saillantes et une mâchoire qui aurait pu couper du verre. Mes cheveux, autrefois un halo désordonné et crépus, étaient maintenant un carré lisse et brillant qui hurlait le pouvoir. « Bonjour, Sophie », avais-je dit. Ma voix était douce, riche et terrifiante de calme. Pierre avait laissé tomber son téléphone. Il s'était brisé sur les marches de pierre, l'écran en miettes. « Marie, c'est toi ?» avait hurlé Anne-Sophie, sa voix craquant. « Tu as acheté ça avec quel argent? Tu récurais des sols. » Je n'avais même pas regardé Anne-Sophie. J'avais gardé mes yeux rivés sur Sophie. Le design d'intérieur paye bien quand on est la meilleure de la ville et quand on a la motivation d'une mère bafouée. « C'est une blague », avait bégayé Julien. « Tu es de l'acheteuse? Phoenix Participation? » Phoenix, avais-je répété, un petit sourire froid jouant sur mes lèvres. « Parce que vous avez brûlé ma vie, Julien. Pensiez-vous que je ne renaîtrais pas de mes cendres? » J'avais fait un pas en avant. Les Dubois avaient reculé instinctivement, blottis ensemble comme des moutons effrayés. « Vous avez 5 minutes pour quitter ma propriété, » avais-je dit, vérifiant ma montre sertie de diamants. « Monsieur Leclerc a les nouveaux codes. Après 5 minutes, vous êtes en infraction. »« Tu ne peux pas faire ça !» avait crié Sophie, son visage rougissant. « C'est ma maison. J'ai vécu ici pendant 40 ans. Je suis une Dubois. » « Et moi, avais-je dit, ma voix tombant dans un murmure qui portait le poids d'un coup de marteau. « J'étais une Dubois aussi, jusqu'à ce que vous décidiez que je ne l'étais plus. Maintenant, je suis la propriétaire. Dehors. » Le silence qui avait suivi mon commandement n'avait été rompu que par le bruit de la pluie. « Attends !» Pierre s'était avancé, le visage pâle et en sueur. Il avait regardé de moi à la voiture, puis de nouveau à moi. « Marie, s'il te plaît, nous pouvons en parler, nous sommes une famille. » J'avais ri. Ce n'était pas un son joyeux, c'était aigu et métallique. Une famille. Tu es resté dans cette bibliothèque il y a 7 ans, et tu as regardé ta mère me jeter dans une tempête avec un bébé de 3 semaines. Tu as choisi ton héritage plutôt que ta femme et ton fils. Ne prononce pas ce mot « fils ». « Léo ?» avait murmuré Pierre. « Où est-il » Je m'étais retourné vers le SUV. J'avais fait un geste subtil de la main. La porte arrière de l'autre côté s'était ouverte. Un garçon était sorti. Léo avait 7 ans. Il était grand pour son âge, vêtu d'un blazer marine et portant un carnet de croquis. Mais ce n'était pas ses vêtements qui avaient glacé les Dubois. C'était son visage. Il avait le menton des Dubois, le nez distinctif, légèrement tordu que Julien avait et que Pierre avait. Il avait les yeux exacts de Pierre, d'un bleu acier perçant. Le regarder, c'était regarder un clone de Pierre à 7 ans. La main de Sophie avait volé à sa bouche. « Oh mon Dieu !» Le mensonge soigneusement construit et coûteux du test ADN s'était brisé en un instant. Il n'y avait pas de déni possible quand la biologie vous fixait d'en face. Il ressemble tellement à, avait commencé Anne-Sophie, avant de s'interrompre, réalisant les implications pour son propre mariage. Il ressemble à son père, avais-je terminé. J'avais posé une main sur l'épaule de Léo. Léo, c'est la maison dont je t'ai parlé, celle que nous allons réparer. Léo avait regardé le groupe d'adultes frissonnant sur les escaliers avec un léger désintérêt. Elle a l'air triste, maman. Elle a besoin d'être peinte. Elle a besoin d'une rénovation complète. Avais-je corrigé? J'avais regardé Sophie. Les 5 minutes s'écoulent. Monsieur Leclerc, s'il vous plaît, raccompagnez les invités à la porte. Marie, attends. Sophie s'était précipitée en avant, saisissant ma manche.
Nous pouvons trouver un arrangement. Le test ADN, le laboratoire a dû faire une erreur. Je vais les virer. Nous pouvons redevenir une famille. Léo a besoin de sa grand-mère. J'avais secoué la main de Sophie comme si c'était une araignée. Léo a une famille, avais-je dit. Il a moi et il a les amis qui nous ont aidés quand vous nous avez laissés mourir de faim. Vous n'étiez pas sa grand-mère, Sophie. Vous n'étiez que la femme qui possédait sa maison. Je m'étais tourné vers M. Leclerc. Assurez-vous qu'ils ne prennent rien qui était sur l'inventaire. S'ils essaient de prendre l'or, appelez la police. Oui, Madame Laurent, avait dit M. Leclerc, un soupçon de sourire sur son visage pour la première fois depuis des années. J'avais pris la main de Léo et nous étions passés devant eux, montant les escaliers et franchissant les massives portes d'entrée. Je n'avais pas regardé en arrière. À l'intérieur, la maison sentait le délaissement. Des volutes de poussière dansaient dans la faible lumière du lustre. Le grand escalier, autrefois la pièce maîtresse de la maison, avait une éraflure sur la rampe. C'est grand, avait chuchoté Léo, sa voix résonnant. Ouais, avais-je dit. Je ressentais un étrange vide. Je m'attendais à me sentir triomphante. Et je l'étais. Mais je sentais aussi le poids des fantômes dans ces murs. Pourquoi ces gens pleurent-ils dehors? Avait demandé Léo. Parce qu'ils ont fait de mauvais choix, Léo. Et les mauvais choix ont des conséquences. Soudain, la porte d'entrée s'était ouverte avec fracas. Je m'étais retourné. C'était Anne-Sophie. Elle était trempée, son mascara coulant sur son visage, lui donnant l'air d'un raton laveur dérangé. Elle avait marché dans le hall, ses talons claquant agressivement sur le marbre. « Tu penses avoir gagné » avait hurlé Anne-Sophie. « Tu penses que parce que tu as de l'argent maintenant, tu es meilleur que nous. Tu es toujours de la racaille, Marie. Tu es toujours la serveuse. » J'avais soupiré. « Anne-Sophie, tu coules sur mon marbre. »« Je ne partirai pas tant que je n'aurai pas ma robe de mariée, » avait crié Anne-Sophie. « Elle est dans le placard de la suite principale. C'est une Vera Wang. »« En fait, » avais-je dit, inclinant la tête, « tout ce qui se trouve dans la maison à partir de 17 heures est à moi. Cela inclut le contenu des placards. » Mais j'avais fait une pause. Je me souvenais du jour où Anne-Sophie était venue à la laverie et m'avait raillé. Je me souvenais de la photo sur Instagram. Je me sens généreuse. Va chercher ta robe. Anne-Sophie avait cligné des yeux, surprise par cette concession. Elle avait ricané. Enfin, un peu de respect. Elle avait martelé les escaliers. « Maman, c'est qui ?» avait demandé Léo. « Quelqu'un qui est sur le point d'être très déçu, » avais-je murmuré. Je savais quelque chose qu'Anne-Sophie ignorait. Lors de l'inspection préalable à la clôture que j'avais faite incognito, portant un casque de chantier et un masque, me faisant passer pour une ingénieure en structure, j'avais vu l'état du placard principal. 1 minute plus tard, un cri à glacer le sang avait résonné du premier étage. Anne-Sophie était descendue en courant les escaliers, tenant une masse de soie blanche couverte de moisissures vert noir. « Ma robe !» avait-elle gémi. « Le toit fuit. Pourquoi personne n'a réparé le toit? » J'avais levé les yeux, mon expression impassible. Je suppose que Julien n'avait pas les moyens des réparations. Dommage. Cette moisissure a l'air difficile à enlever. Anne-Sophie, elle avait jeté la robe ruinée dans les escaliers. Elle avait atterri avec un plop humide à mes pieds. « Je te déteste !» avait-elle hurlé. « Dehors, Anne-Sophie !» avais-je dit, ma voix redevenant dure. « Avant que je ne vous facture les frais de nettoyage pour désinfecter le hall. » Vaincue, Anne-Sophie s'était enfuie en pleurant. J'avais pris une profonde inspiration. La maison était vide d'eux maintenant. Il n'y avait plus que moi et Léo. « Maman, » Léo avait tiré ma main. « Je peux voir ma chambre? » « Tu m'as dit que j'avais une chambre ici quand j'étais bébé. » Mon cœur s'était serré. « Oui, c'est au fond du couloir. » Nous avions descendu le long couloir de l'aile est. Je m'étais arrêté devant une porte blanche. J'avais hésité. Je n'étais pas entré dans cette pièce depuis le jour où M. Leclerc m'avait traîné dehors. J'avais poussé la porte. La pièce était exactement comme je l'avais laissée. Le berceau était là, la table allongée, le mobile avec les petites étoiles en feutre que j'avais cousues moi-même. Mais c'était faux. La pièce était remplie de cartons.
Elle avait été utilisée comme débarras. Des piles de vieilles déclarations de revenus, des lampes cassées et des équipements d'exercice mis au rebut étaient empilés, bloquant le berceau. Sophie ne nous avait pas seulement jetés dehors. Elle avait transformé l'existence de Léo en un tiroir à bric-à-brac. J'avais ressenti une poussée de colère si pure qu'elle m'avait presque étourdi. Mais j'avais alors vu quelque chose dépasser d'un carton près du placard. C'était un dossier, rouge vif. Il était étiqueté « Dossier médical privé, Sophie ». J'avais traversé la pièce en jambant un step cassé. J'avais sorti le dossier. Ce n'était pas le test ADN, c'était une facture. Une facture d'un détective privé nommé Saul Berenson. Et agrafé à cela, il y avait un reçu des services de laboratoire génétique pour un service d'altération prioritaire et urgent. Mes mains avaient tremblé en ouvrant le dossier. Il y avait des emails imprimés entre Sophie et le technicien de laboratoire, de S. Dubois à technicien Labo 4. Objet, le problème 4. Je me fiche de ce que le sang dit. Le résultat doit être négatif. Je virerai les 50 000 € restants une fois le PDF modifié. Il ne peut pas être un Dubois. J'ai un meilleur arrangement pour Pierre. J'avais haleté. J'avais toujours su que c'était un mensonge, mais je pensais qu'ils avaient juste falsifié un document. Je n'avais pas réalisé qu'il y avait une trace écrite. Je n'avais pas réalisé que Sophie avait été assez stupide pour garder le reçu. Maman avait demandé Léo, regardant le berceau poussiéreux. « C'est ici que je dormais. » J'avais regardé mon fils, puis l'arme fumante dans ma main. « Oui, mon bébé, » avais-je dit, ma voix tremblante d'un mélange terrifiant de vindicte et de fureur. « Mais nous ne dormirons pas ici ce soir. » Pourquoi? Parce que, avais-je dit, serrant le dossier, nous avons un dernier arrêt à faire. Nous allons rendre visite au commissariat. J'avais regardé par la fenêtre. Les feux arrière des voitures des Dubois s'estompaient à peine au bout de l'allée. Ils m'ont tout pris en utilisant un bout de papier. Maintenant, je vais utiliser un bout de papier pour les mettre en prison. J'avais sorti mon téléphone et composé le numéro de David Mercier. David ne rentrait pas encore, avais-je dit. Je l'ai trouvé. J'ai trouvé la fraude. Et David, je veux porter plainte pour tout. Le gala de charité métropolitain était le dernier soubresaut du calendrier mondain des Dubois. Malgré leur faillite rendue publique, Sophie avait insisté pour qu'ils y assistent. Elle avait rassemblé les dernières de ses réserves de liquidités cachées, de l'argent qu'elle aurait dû utiliser pour payer ses avocats, afin d'acheter une table. Sa logique était désespérée mais cohérente. Si nous avons l'air finis, nous sommes finis. Si nous avons l'air de simplement nous restructurer, les investisseurs reviendront. La salle de bal du Plaza était suffocante de chaleur, sentant le parfum coûteux et le canard rôti. Sophie était assise à la table 12, son dos rigide. Elle portait son collier d'émeraude, la seule pièce de joaillerie qu'elle avait déclarée perdue lors de la saisie des biens. Julien buvait son 3e martini, les yeux vitreux. Pierre et Anne-Sophie se disputaient à voix basse pour savoir qui avait oublié de charger la Tesla, qui était maintenant leur seul véhicule. « Arrête de te tenir avachi !» avait sifflé Sophie à Pierre. « Le sénateur Delatour passe. Souris !» Pierre avait forcé une grimace qui ressemblait plus à un spasme. « Maman, tout le monde sait. Regarde-les. Ils chuchotent. » Il avait raison. L'élite parisienne était composée de requins et ils sentaient le sang dans l'eau. Les gens jetaient des coups d'œil à la table douce, puis se penchaient vers leurs voisins, couvrant leur bouche avec des flûtes de champagne pour cacher leurs potins. Soudain, les chuchotis s'étaient tus. Un silence était tombé sur la pièce, commençant à l'entrée et se propageant comme une vague. Sophie avait tourné la tête, agacée. Qui est arrivé? Le maire? Ce n'était pas le maire. Descendant le grand escalier se trouvait Marie-Laurent. Je portais une robe en velours bleu nuit qui épousait ma silhouette, avec un décolleté audacieux mais élégant. À mon bras, il n'y avait pas de rendez-vous galant, mais David Mercier, l'avocat impitoyable, connu pour démanteler des entreprises.
Mais ce qui était projeté sur les écrans massifs derrière la scène avait causé le silence. Normalement, ces écrans montraient le logo de l'association caritative. Maintenant, le flux avait été coupé. Une vidéo était diffusée. C'était une séquence granuleuse. Des images de caméras de sécurité. Sophie avait plissé les yeux. Cela ressemblait à un bureau, un laboratoire. L'audio avait crépité sur les haut-parleurs de la salle de bal. Je me fiche de l'éthique, docteur. Je vous paye pour modifier les résultats. Le garçon ne peut pas être un Dubois. Si mon fils découvre qu'il est le père, il restera avec cette serveuse. J'ai besoin d'un document qui indique 0% de probabilité. La voix était indubitable. C'était celle de Sophie. La salle avait éclaté. Des halètements, des cris et le son de centaines de téléphones levés pour enregistrer l'instant. Sophie s'était figée. Son sang s'était glacé. C'était la réunion qu'elle avait eue avec le Dr. Harris des laboratoires génétiques il y a 7 ans. Elle ignorait qu'il y avait une caméra. La voix du médecin avait répondu « Madame Dubois, c'est hautement illégal. Si le conseil médical le découvre, il ne… » La voix enregistrée de Sophie avait ricané. « Parce que vous allez prendre ces 50 000 en espèces et vous allez imprimer le PDF. » La vidéo avait coupé au noir, puis une seule image était apparue. Le reçu que j'avais trouvé dans la chambre de Léo, signé par Sophie. « Éteignez ça !» avait hurlé Julien, se levant et renversant sa chaise. « C'est de la calomnie. Éteignez ça !»« Ce n'est pas de la calomnie si c'est une preuve, Julien », avait résonné une voix de la scène. Je me tenais au microphone, regardant la table 12 comme une déesse vengeresse. Il y a 7 ans, avais-je dit, ma voix stable et amplifiée dans la salle. Sophie Dubois a commis une fraude pour déshériter son propre petit-fils. Elle a détruit une famille pour sauver son image. Ce soir, je lui rends l'appareil. Sophie s'était levée, tremblante de rage. « Petite sorcière, tu as piraté le système. Je te ferai arrêter. » En fait, avait dit une voix grave depuis les portes principales. Nous sommes ici pour les arrestations. Les portes s'étaient ouvertes. 6 agents de la division des crimes en col blanc de la PG étaient entrés, dirigés par le commissaire Dubois, nom trop similaire, le commissaire Dumas. Ils ne s'étaient pas arrêtés au bord de la pièce. Ils avaient marché directement vers la table 12. Sophie Dubois avait demandé le commissaire Dumas, brandissant son badge. « Oui », avait bégayé Sophie, serrant ses perles. « Vous êtes en état d'arrestation pour fraude, faux et usage de faux et corruption. Nous avons également un mandat concernant le détournement de fonds du fidéicommis familial Dubois. » « Détournement de fonds ?» Julien avait regardé sa femme, son visage se vidant de ses couleurs. « Sophie, qu'as-tu fait? »« Je l'ai fait pour nous, » avait hurlé Sophie alors qu'un agent lui saisissait les poignets. « Je l'ai faite pour garder la maison, pour garder le mode de vie. Tu perdais de l'argent, Julien. J'ai dû déplacer des fonds en volant dans le fidéicommis des enfants. »« Le mien ?» avait demandé Pierre se levant. « Tu es faible, Pierre. » avait craché Sophie, son masque de civilité s'effondrant enfin complètement. « Tu l'aurais dépensé pour cette serveuse. J'ai sauvé cette famille. » L'officier avait cliqué les menottes au poignet de Sophie. L'acier froid contre sa peau était la seule réalité qui lui restait. Julien Dubois avait continué le détective. « Nous aurons besoin de vous pour un interrogatoire concernant votre connaissance de ces transactions. »« Je ne savais rien », avait crié Julien reculant. « C'est elle qui s'occupe des livres. »« Dites-le au juge, » avait dit Dumas alors qu'il traînait Sophie hors de la salle de bal. Elle se débattait et hurlait, ses talons raclant le tapis. « Je suis une Dubois. Vous ne pouvez pas faire ça. Marie, tu paieras pour ça. » Je n'avais pas bougé. J'avais simplement levé ma coupe de champagne en un toast silencieux, alors que mon ancienne belle-mère était emmenée, passant devant la table des desserts. Pierre était resté figé à la table. Anne-Sophie était introuvable. Elle avait attrapé son sac à main et s'était glissée par la sortie de la cuisine. Au moment où les menottes étaient apparues, Pierre avait levé les yeux vers la scène. Il avait croisé mon regard. Il ressemblait à un enfant perdu.
Il avait fait un pas vers moi, sa bouche s'ouvrant pour dire quelque chose. Peut-être pardon, peut-être aide-moi. Je lui avais tourné le dos et avait quitté la scène. Les applaudissements qui avaient suivi n'étaient pas pour la charité. C'était pour la performance d'une vie. 3 mois plus tard, l'hiver avait été rigoureux. Mais à l'intérieur du château des Chênes, il faisait chaud. Les rénovations étaient presque terminées. J'avais enlevé les lourds rideaux de velours sombre et les avais remplacés par du lin léger. Les tableaux oppressants d'ancêtres renfrognés étaient entreposés, remplacés par de l'art moderne vibrant et les dessins encadrés de Léo. Je m'étais assise dans mon bureau à domicile, anciennement le salon de Julien, examinant les bénéfices trimestriels de Phoenix Intérieur. Les affaires avaient triplé depuis l'incident du gala. Tout le monde voulait que leur maison soit conçue par la femme qui avait fait tomber l'empire des Dubois. L'interphone avait sonné. C'était M. Leclerc, que j'avais réembauché comme gérant du domaine avec une augmentation substantielle. « Madame Laurent !» La voix de M. Leclerc crépitait. « Il y a un monsieur à la grille. Il dit qu'il vous connaît. Il dit qu'il est le père de Léo. » J'avais fait une pause, mon stylo suspendu au-dessus du papier. Je m'y attendais. Je ne m'attendais juste pas à ce que cela prenne 3 mois. Laissez-le entrer, Monsieur Leclerc, mais dites-lui d'attendre sur le perron. Il ne franchit pas le seuil. Compris. J'avais marché jusqu'à la fenêtre avant. J'avais vu une vieille Honda Civic, une voiture de location, monter la longue allée. Elle semblait tragiquement déplacée à côté du paysage immaculé. Pierre était sorti. Il avait l'air terrible. Il avait perdu du poids. Son costume était mal ajusté et il avait l'air désespéré, fuyant d'un homme qui avait dormi sur les canapés de ses amis. J'avais ouvert la porte d'entrée, mais avait bloqué l'entrée. J'avais croisé les bras, m'appuyant contre l'encadrement de la porte. Pierre, avais-je dit, sans émotion, juste une reconnaissance. Marie, avait-il respiré, me regardant. Il avait regardé au-delà de moi dans la lueur dorée et chaleureuse du hall de la maison. C'est incroyable. Tu as vraiment bien rénové. Oui, avais-je dit. Que veux-tu? Pierre avait déplacé son poids. Je voulais te voir. Et le garçon, Léo, son nom est Léo, n'est-ce pas? Léo. Pierre avait passé une main dans ses cheveux. Écoute, Marie, je sais que j'ai tout gâché. Je sais que ma mère est un monstre. J'ai témoigné contre elle. J'ai aidé le procureur à l'incarcérer. Elle a pris 10 ans. Je sais, avais-je dit. J'ai lu la transcription. Tu as témoigné pour sauver ta propre peau, Pierre. Immunité contre les poursuites en échange de trahir ta mère. Ce n'était pas noble. C'était de la survie. Pierre avait tressailli. Je n'avais pas le choix. Elle contrôlait tout. J'étais une victime, moi aussi. Tu étais un homme adulte, avais-je dit, ma voix s'aiguisant. Tu avais 30 ans quand tu les as regardés me jeter dehors. Tu es resté là à boire ton whisky pendant que ta femme et ton nouveau-né étaient jetés sous la pluie. Tu n'es pas une victime, Pierre. Tu es un lâche. Je veux réparer les choses, avait plaidé Pierre, s'approchant. Je suis son père. J'ai des droits. En fait, non, avais-je rétorqué. Tu as signé l'acte de naissance. Oui, mais tu as aussi signé un document il y a 7 ans, le désavouant légalement sur la base du test ADN frauduleux. Tu as renoncé à tes droits parentaux pour éviter de payer une pension alimentaire. Tu te souviens? Pierre était devenu pâle. Il se souvenait. C'était un autre papier que Sophie lui avait fourré sous le nez et qu'il avait signé pour qu'elle cesse de crier. Je peux contester cela. Le test était faux. L'abandon était nul. Tu peux essayer, avais-je dit calmement. Mais les avocats coûtent de l'argent, Pierre. Et d'après ce que j'entends, Anne-Sophie a vidé ton compte joint avant de demander le divorce et de déménager à Nice avec son instructeur de yoga. Pierre s'était affaissé. C'était vrai. Il n'avait plus rien. Je n'ai nulle part où aller. Marie, avait-il chuchoté, les larmes aux yeux. Je suis ton mari, ou je l'étais. Cela ne veut-il rien dire? Cela signifie que j'ai appris une leçon précieuse sur l'autonomie,
avais-je dit. À ce moment-là, le bruit de pas pressés est venu du couloir derrière moi. Léo était arrivé en glissant, tenant un ballon de football. « Maman, Monsieur Leclerc a dit qu'il jouerait au gardien de but pour moi. Je peux aller dehors? » Léo s'était arrêté en voyant Pierre. Il avait regardé l'homme sur le perron, l'homme qui partageait ses yeux, son nez, son menton. Le visage de Pierre s'était illuminé. « Léo, salut, c'est moi. Je suis ton papa. » Léo l'avait fixé. Il avait incliné la tête, analysant l'étranger avec la même intelligence aiguisée que j'avais. « Mon papa? » avait demandé Léo. « Oui, » avait dit Pierre, un sanglot lui serrant la gorge. « Tu m'as tellement manqué. » Léo m'avait regardé. « Maman, c'est le monsieur qui habitait ici avant nous? » J'avais hoché la tête lentement. « Oui, Léo, c'est Pierre. » Léo avait regardé de nouveau Pierre. Il n'avait pas couru dans ses bras. Il n'avait pas pleuré. Il avait regardé Pierre avec l'honnêteté innocente et brutale d'un enfant. « Pourquoi n'es-tu pas venu quand j'ai eu la varicelle? » avait demandé Léo. Pierre avait cligné des yeux. « Quoi? Ou quand je me suis haussé le bras? » avait continué Léo. « Ou quand nous vivions au sous-sol et que le chauffage est tombé en panne? Maman a dit que tu étais occupé. Tu as été occupé pendant 7 ans? » Pierre avait ouvert la bouche, mais aucun mot n'en était sorti. Il n'y avait pas de mensonge assez grand pour couvrir ce vide. « Je... » avait bégayé Pierre. « C'est bon, » avait dit Léo, haussant les épaules. « On n'a pas besoin de toi. Maman a acheté la maison et Monsieur Leclerc joue au foot avec moi. Tu peux rentrer chez toi maintenant. » Léo s'était retourné et avait couru dans le couloir, criant « Monsieur Leclerc, je suis prêt. » Pierre l'avait regardé partir, son cœur se brisant dans sa poitrine. Ce rejet lui avait fait plus mal que la faillite, plus mal que le divorce. C'était la confirmation absolue qu'il était insignifiant. Je m'étais reculé, me préparant à fermer la porte. « C'est un enfant intelligent, » avais-je dit. « Marie, s'il te plaît, » avait supplié Pierre, posant une main sur la porte. « Je peux dormir dans la maison d'amis juste une semaine, le temps de me remettre sur pied? » Je l'avais regardé. Je me souvenais des nuits où j'avais dormi sur un matelas à même le sol dans l'arrière-salle de la laverie. Je me souvenais d'avoir supplié Sophie pour une nuit d'abri. « Non, » avais-je dit. « Mais il pleut, » avait dit Pierre, désignant le ciel gris. J'avais levé les yeux. Une légère bruine commençait. « Je sais, » avais-je dit. « J'ai laissé ta valise sous la gloriette au bout de l'allée. Elle devrait garder tes affaires au sec si tu te dépêches. » Pierre m'avait regardé fixement. La réalisation du cercle complet l'avait frappé comme un coup physique. « Tu ne peux pas être sérieuse. »« Je suis mortellement sérieuse, » avais-je dit. « Au revoir, Pierre. » J'avais fermé la lourde porte de chêne. J'avais entendu le clic du verrou. Je suis resté dans le hall un instant, à écouter. J'avais entendu les pas de Pierre s'éloigner sur le gravier, lents et lourds. J'étais allé dans le salon. Léo était dehors par les portes-fenêtres, riant en donnant un coup de pied au ballon vers Monsieur Leclerc. Le feu crépitait dans la cheminée. La maison n'était plus froide. Elle était remplie de vie, de chaleur et du doux silence de la sécurité. Je m'étais assise sur le canapé et avais pris ma tasse de thé. J'avais pris une gorgée. C'était la meilleure tasse de thé que j'ai jamais bue. 5 ans s'étaient écoulés depuis que les portes du château des Chênes s'étaient refermées au nez de Pierre. Le domaine, autrefois un symbole de la vieille richesse et de l'exclusion, s'était transformé sous ma propriété. Il était devenu le siège de la Fondation Phoenix, une organisation à but non lucratif que j'avais lancée pour aider les mères célibataires à naviguer dans les batailles juridiques et les crises financières. L'aile est, d'où j'avais été chassé, était maintenant un sanctuaire temporaire pour les femmes qui n'avaient nulle part où aller. J'étais sur le balcon de la suite parentale, regardant le soleil se coucher sur les jardins. Les mauvaises herbes avaient disparu depuis longtemps, remplacées par des parterres vibrants d'hortensias et de roses. La fontaine, autrefois sèche et remplie de feuilles mortes, gargouillait joyeusement, son son dérivant sur la brise du soir. Mon téléphone avait vibré.
C'était une alerte d'une application d'actualité. L'ancienne mondaine Sophie Dubois, libérée de prison fédérale. Je n'ai plus rien, affirme-t-elle. J'avais tapé sur l'article. Il y avait une photo de Sophie quittant l'établissement. Elle avait l'air frêle, ses cheveux gris et ébouriffés, serrant un sac en plastique d'affaires. Aucune limousine ne l'attendait. Aucun paparazzi ne se battait pour la photo. Juste un seul photographe indépendant documentant le dernier gémissement d'un héritage mourant. L'article notait que ses fils n'étaient pas venus la chercher. Pierre travaillerait comme gérant de corps dans une agence de location de voitures en province, vivant dans un studio. Il ne s'était jamais remarié. L'article mentionnait qu'il passait ses week-ends à boire dans les bars locaux, racontant à quiconque voulait l'écouter qu'il possédait autrefois la grande maison sur la colline. J'avais verrouillé mon téléphone et l'avais glissé dans ma poche. Je n'avais ressenti aucune pointe de joie, aucune poussée d'adrénaline. Le feu de la haine qui m'avait animé pendant une décennie s'était éteint de lui-même, laissant derrière lui une paix tranquille et incassable. Je n'avais pas besoin de me réjouir. L'univers avait équilibré les balances avec une précision terrifiante. Maman? Je m'étais retourné. Léo se tenait dans l'embrasure de la porte. Il avait 12 ans maintenant, grand et élancé, avec une gentillesse dans les yeux qu'aucun Dubois n'avait jamais possédée. Il tenait une cravate. « Je n'arrive pas à faire ce nœud correctement », avait-il admis, gêné. « Viens ici », avais-je souri. J'étais entré et avais commencé à nouer habilement la cravate en soie. Ce soir, c'était le gala annuel Phoenix, organisé ici même sur la pelouse. Mais contrairement aux fêtes guindées et moralisatrices de Sophie, celle-ci était remplie de rire, de diversité et de véritables liens. « Tu es nerveuse pour ton discours ?» avait demandé Léo, observant mon visage. « Un peu », avais-je admis. « C'est difficile de dire aux gens d'où tu viens quand le début est si moche. »« Ce n'est pas moche », avait dit Léo fermement. « C'est cool. Tu es comme une super-héroïne. Tu as eu un méchant, tu as eu une lutte et puis tu as gagné. » J'avais resserré le nœud et lissé son col. J'avais regardé mon fils, le garçon que Sophie avait essayé d'effacer. Le garçon que Pierre avait été trop faible pour réclamer. Il était brillant, compatissant et entièrement le mien. Nous avons gagné, avais-je corrigé. Nous l'avons fait ensemble. Nous avions descendu le grand escalier ensemble. Le hall était rempli de lumière. Monsieur Leclerc était à la porte, accueillant les invités, les donateurs, les bénéficiaires, les artistes et les amis. Quand il nous avait vus, Léo et moi, il avait rayonné de fierté. Alors que je sortais sur la terrasse sous un tonnerre d'applaudissements, j'ai pris un moment pour regarder en arrière vers la maison. Les murs de pierre ne semblaient plus froids. Les fenêtres n'étaient plus des yeux jugeurs. Ce n'était qu'un bâtiment. Le pouvoir n'était pas dans les briques ou l'adresse ou le nom sur l'acte. Le pouvoir était dans la femme qui se tenait sur les marches. J'avais pris le microphone, regardé la mère de visage bienveillant, et j'avais commencé. Ils m'ont dit que je n'étais rien, avais-je dit, ma voix résonnant dans la nuit. Ils m'ont dit que cette maison était une forteresse que je ne pourrais jamais franchir. Mais ils ont oublié une chose. Vous pouvez chasser une reine de son château, mais vous ne pouvez jamais lui enlever sa couronne si elle l'a gagnée elle-même. Loin de là, dans une gare routière faiblement éclairée, Sophie Dubois était assise sur un banc en plastique, lisant un journal jeté. Elle avait vu ma photo en première page, radieuse et triomphante au château des Chênes. Sophie avait froissé le papier, l'avait jeté à la poubelle et avait fermé les yeux. La pluie avait commencé à tomber contre les vitres de la gare, froide et implacable. Et voilà comment j'ai transformé ma nuit la plus sombre en ma plus brillante victoire. Cela a pris 10 ans, beaucoup de larmes et une volonté de faire. Mais je n'ai pas seulement obtenu ma revanche, j'ai tout obtenu. Les Dubois pensaient que la richesse et le statut les rendaient intouchables. Ils pensaient qu'ils pouvaient jeter une mère et son enfant comme des déchets. Mais ils ont appris à leurs dépens que lorsque vous poussez quelqu'un au plus bas, vous ne faites que lui donner une base solide pour bâtir un empire.
Pensez-vous que je suis allé trop loin en achetant leurs maisons et en les chassant? Ou était-ce une justice poétique parfaite? Et auriez-vous laissé Pierre entrer pour une seule nuit? Ou l'auriez-vous laissé sous la pluie comme je l'ai fait? Franchement, même aujourd'hui, la question me trotte dans la tête, surtout pour Léo. Mais il semble tellement bien. Je me demande juste parfois si tout ce chemin parcouru en valait le coup de ce que j'ai dû devenir pour y arriver. On ne sait jamais vraiment, pas vrai?